Donc, on est en live sur Clubhouse, sur Facebook, sur LinkedIn. Nous sommes avec Aymeric, avec Eudes, bien évidemment, et avec Aymeric Evenot, qui est cofondateur de Papillon Patrimoine. Bonjour à toi, Aymeric. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Samuel, bonjour. Je te laisse te présenter. Vas-y. Oui, Aymeric Evenot, cofondateur de Papillon Patrimoine, start-up spécialisée dans l'investissement locatif avec levier fiscal. Alors, je coupe mon son. Top. Vas-y, Eudes, vas-y, tu veux y aller? Yes. Là, vous m'entendez bien? Ouais, c'est bon. Aymeric, bonjour. Merci d'avoir pris ce temps pour être parmi nous aujourd'hui. Donc, on va parler de diversification liée à l'immobilier. Oui. Donc, est-ce que tu peux nous présenter ce que tu fais un peu, quels sont les outils dont tu disposes et comment nos auditeurs peuvent espérer pouvoir faire de belles opérations avec toi? Alors, on est spécialisé, nous, dans l'investissement immobilier avec levier fiscal. Ça veut dire qu'effectivement, on va regarder en fonction des clients que l'on a, de leur profil, de leur situation financière, fiscale et patrimoniale, quels sont les dispositifs les plus adaptés pour leur permettre d'utiliser une partie de l'impôt et le réinvestir dans leur investissement locatif. Donc, effectivement, on va aborder la loi Pinel pour certains, la loi Malraux pour d'autres, voir le monument historique pour ceux qui ont des très très grosses fiscalités. Voilà, donc effectivement, notre travail, c'est d'accompagner nos investisseurs, mais à 360, c'est-à-dire de l'étude patrimoniale à la solution jusqu'à la mise en location avec la gestion derrière. Et puis évidemment, on va s'occuper de faire leur déclaration d'impôt derrière et le lien avec l'administration fiscale. Voilà, parce que bon, en Pinel, c'est des petites économies d'impôt, pas qu'on peut aller jusqu'à 6 000 par an, mais quand tu abordes le monument historique, là, tu peux aller sur des 50 60 000 euros par an. Donc, quand l'administration fiscale fait un chèque de 50 000 euros à la personne, il faut pouvoir effectivement bien border le projet. Et donc, nous, c'est notre travail d'accompagner tout ça. Voilà. Je précise à notre auditoire, bonjour Dominique, bonjour Samira, que vous pouvez poser des questions via LinkedIn, via Clubhouse et via Facebook. Il faut juste cliquer sur Facebook et sur LinkedIn, sur le lien StreamYard qui va faire qu'on vous voit. Donc Samira, on t'a bien vu. Donc si tu as des questions, tu peux poser et on répondra aux questions pendant l'interview. Je peux rajouter, Eudes, et ce qui est important, c'est qu'on accompagne nos clients, nous, aujourd'hui, quasiment à 95% en visio. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tous les outils qui nous permettent de le faire, mais y compris tous les documents qu'on va partager avec nos clients. Donc, on est vraiment dans un process start-up au sens que, effectivement, on fait tout à distance. Bien sûr, on peut recevoir nos clients. On a nos bureaux qui sont à Neuilly, 88 avenue Charles de Gaulle, au métro Les Sablons. Mais très honnêtement, on travaille avec des clients partout en France aujourd'hui. Voilà. D'accord, merci. Alors, pour commencer, est-ce qu'il y a un minimum de revenus pour venir vous voir, pour pouvoir vous consulter? Et est-ce que tu peux développer un petit peu sur le process? Comment ça se passe? Comment ça se passe? Alors nous, on travaille en 3 temps distincts. On a un premier temps qui était vraiment un temps d'échange avec nos clients, où effectivement on va compléter l'étude patrimoniale. Donc on va s'attarder sur la situation de la personne, c'est-à-dire marié, pacsé, en concubinage, célibataire. On va s'attarder évidemment sur les revenus, donc les revenus du travail, mais également, pourquoi pas, les revenus fonciers qui existeraient déjà, ou les revenus de société. On va s'attarder aussi sur l'épargne des personnes que l'on a. Et donc, toute cette étude patrimoniale nous permet d'orienter derrière les solutions qu'on va préconiser. Et on va s'attarder aussi sur leur projet de vie personnel. C'est-à-dire qu'effectivement, tout investissement locatif, il doit s'adapter en fonction des projets de vie de chacun. D'accord ? Il faut que c'est l'objectif de défiscaliser, c'est souvent un point de départ, mais ce n'est pas une finalité en soi. D'accord ? Il faut que tout ça serve des objectifs patrimoniaux plus grands que ça. Donc vraiment, ce premier temps, c'est un temps de prise d'information et surtout de connaissance client. On se retrouve sur un deuxième rendez-vous avec une stratégie. Donc là, effectivement, en fonction de la situation, on va préconiser une enveloppe budgétaire, un dispositif fiscal, et on va expliquer comment on va y arriver. C'est-à-dire comment Papillon Patrimoine accompagne ses clients. Évidemment, on va présenter des éléments financiers. Si la stratégie convient, on se rencontre là une troisième fois où là, on va proposer des projets qui sont en adéquation avec la stratégie qu'on s'est fixée. Et en fonction des projets,
On avance évidemment jusqu'à la signature du contrat de réservation, jusqu'à l'acte. Donc en général, c'est en 3 temps distincts. Et puis après, évidemment, il y a beaucoup d'échanges jusqu'à la livraison du bien. Mais on s'occupe aussi de la partie financement pour nos clients, puisque financer une opération d'investissement locatif, ça ne se finance pas pareil que l'achat en résidence principale. Donc il y a un peu de technicité et ça se complexifie encore plus quand tu es sur le Malraux ou sur le monument historique, où là, c'est les appels de travaux qui vont générer l'économie d'impôt. Donc là, il faut effectivement faire un financement bien spécifique. Donc c'est un domaine qui est assez technique, la fiscalité. Et puis après, la recherche du produit, c'est notre métier. On a 100% du stock promoteur et puis les opérateurs pour tout ce qui va être Malraux et monuments historiques. Donc on maîtrise vraiment l'investissement de bout en bout. Voilà, comment on travaille. D'accord, merci. Lorsque tu dis qu'après étude du dossier client, entre guillemets, vous lui proposez des produits, en fait, quels sont ces produits? Est-ce que tu peux développer un petit peu? Et est-ce que c'est le client, vous allez lui faire des propositions, c'est lui qui va choisir, ou c'est vous qui allez définir un produit particulier? Alors, on va, pour revenir sur la question que tu avais en premier, c'est-à-dire à partir de quel montant, en gros, ou quelle situation on peut le faire. Déjà, il faut qu'il y ait de l'impôt. Ça, c'est la première des choses. Effectivement, il faut que la personne ait de l'impôt. Si elle a de l'impôt, ça veut dire qu'elle a des revenus. Si elle a des revenus, on va d'abord calculer son endettement. Est-ce qu'elle a la capacité de le faire par rapport au crédit qu'elle a déjà en cours? Ça, c'est une première des choses. Si elle a la capacité, effectivement, par rapport à l'impôt qu'elle a à payer, on va adapter notre stratégie, si tu veux. La plupart des gens vont convenir à du Pinel, par exemple. Parce qu'effectivement, Pinel, ça s'adresse, on peut économiser jusqu'à 6 000 € d'impôts par an. Donc, si tu veux, ça correspond à la grande majorité des gens. Et puis après, effectivement, c'est des fiscalités beaucoup plus élevées, 10 000, 15 000, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 € d'impôts. Bien là, le Pinel ne va pas forcément être adapté parce que le Pinel, effectivement, on va déjà défiscaliser peu, mais c'est surtout qu'on va avoir de la fiscalité foncière générée par l'opération. Parce qu'en Pinel, on fait du nu. Donc ça veut dire qu'au bout d'un moment, tu as de la fiscalité foncière. Et quand tu as des gens qui sont sur des tranches d'imposition à 45% par exemple, effectivement la fiscalité qui est générée par l'opération risque d'aller à l'encontre du projet. Donc tu vois, tu dois adapter à chaque fois ton dispositif à chaque personne. Mais sur la recherche de produits, moi j'aime bien dire qu'on a une approche bienveillante. Alors qu'est-ce que ça veut dire bienveillant en immobilier et dans le business au sens large? C'est-à-dire qu'on va proposer le meilleur. Alors, le meilleur n'existe pas, le mouton à 5 pattes, il n'y en a pas. Par contre, si tu as une centaine de projets qui sont existants, c'est ta charge à nous d'aller sélectionner les 10-15 meilleurs. D'accord? Ça, c'est super important. Et surtout, parfois, les gens vont te demander « Oui, mais moi, j'ai envie d'investir à côté de chez moi parce que ça les rassure. » Mais si à côté de chez eux, il n'y a pas de projet intéressant, il n'y a pas de perspective de plus-value, c'est à nous aussi, effectivement, d'adapter, d'expliquer pourquoi chez eux, pourquoi pas, mais il y a mieux à faire. Donc, dans le discours, dans la pédagogie, on est très, très, très avancé et vraiment, on a tout un travail de pédagogie avant de présenter des projets. C'est pour ça qu'on travaille en 3 temps. Le premier temps, c'est vraiment une obligation, sinon tu ne peux pas faire ton conseil, tu risques même d'aller à un défaut de conseil derrière. Mais le deuxième temps, c'est vraiment de la pédagogie et pourquoi on va présenter des produits. Ce qui compte pour nous, on n'emmènera pas nos clients sur des secteurs auxquels on ne croit pas, si tu veux. Tu vois, où il y a le prix du neuf est trop décorrélé par rapport au prix de l'ancien et ça n'est pas justifié. Et donc, c'est à nous d'aller chercher des projets où le prix du neuf est cohérent avec le prix de l'ancien. Si tu as une fourchette de 20% d'écart entre le prix de l'ancien et le neuf, il n'y a aucun problème, tu peux y aller parce que l'ancien, en vérité, quand tu mets les frais de notaire, quand tu mets les travaux à faire à l'entrée de l'appartement et quand tu as les travaux de copro sur 10 ou 15 ans, en vérité, tu as coûté aussi cher que le neuf, voire même parfois un petit peu plus. Donc, effectivement, c'est à nous d'expliquer. Mais on reste quand même moteur dans le choix des projets. C'est nous qui avons la connaissance du marché de l'immobilier, c'est nous qui connaissons les secteurs sur lesquels ça monte et surtout, c'est nous qui connaissons les bonnes opérations. Voilà. Donc, on reste moteur dans le conseil, mais très à l'écoute, si je veux dire, de nos clients quand même malgré tout. Tu vois, on essaie s'ils nous demandent une région particulière, on va s'attarder pour trouver le meilleur dans la région particulière qui nous a demandé, mais on va se donner le choix de présenter aussi d'autres projets pour qu'ils puissent avoir 2-3 projets différents et pouvoir se positionner sur un projet, tout en expliquant pourquoi
et quelles sont les qualités de ce projet. D'accord ? Ça reste important pour nous. La défiscalisation, c'est une chose, mais on fait quand même de l'immobilier. Donc, il y a des critères auxquels on ne peut pas se soustraire, comme l'emplacement, par exemple, qui est le premier de nos critères de recherche. C'est extrêmement intéressant ce que tu dis, parce que déjà, on voit qu'il y a une certaine souplesse, parce que tu l'as dit, si un client demande une région, vous allez faire l'effort d'aller regarder si Bien c'est sûr. possible de travailler dans cette région. Bien sûr. Et autre chose qu'il a dit qui est très, très important, c'est que vous allez travailler pour toujours essayer de proposer le meilleur, de ne pas proposer des biens qui sont trop chers ou trop, avec un écart de prix sur le neuf, trop décorrélé par rapport à l'ancien. Et justement, j'allais te dire, il y a eu des dispositifs, notamment le Robien, où il y a eu des soucis, etc. Aujourd'hui, quel est le regard et le sentiment des clients par rapport à vous et comment vous arrivez à vous distinguer? Qu'est-ce qui fait qu'ils vont plus faire confiance à vous plutôt qu'à d'autres personnes? Qu'à d'autres personnes. Alors, en fait, déjà, on parle de l'historique des lois de défiscalisation parce qu'il faut comprendre d'où ça vient, tout ça. Alors, il y a vraiment des lois qui sont très anciennes. Le monument historique, ça date de 1913. Tu imagines, donc ça fait un moment que c'est là. Le Malraux, c'est les années 60. Et après, tous les dispositifs sur l'immobilier neuf classique, il est arrivé au tout début des années 90, puisque tu as ce qu'on appelle les institutionnels, donc les fonds, les assureurs, les banques, qui produisaient du logement jusqu'à la fin des années 80, se sont mis à déserter un peu ce champ-là d'investissement pour aller vers l'immobilier de bureau beaucoup, et puis surtout pour, à la faveur de la mondialisation, aller chercher d'autres secteurs. Donc, l'État français, pénurie de logement, s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire ? On va mettre en avant des avantages fiscaux pour les particuliers qui ont les moyens d'investir et qui payent de l'impôt pour qu'ils puissent participer à l'effort de la construction de biens immobiliers sur les zones tendues. D'accord ? Donc ça, il y a eu successivement beaucoup de dispositifs. Tu l'as cité, l'Eurobien, il y a eu Meignerie, jusqu'à l'arrivée du cellier. Et en fait, l'Eurobien, c'est vrai qu'il y a eu une dérive parce qu'il n'y avait pas de sectorisation dans l'Eurobien. Donc, tu achetais du neuf, tu avais de la défiscalisation, sauf que tu pouvais acheter du neuf à 25 km de Toulouse. Bon, il n'y avait pas forcément de demande locative. Le cellier est déjà venu corriger le tir, puisqu'on a restreint les zones d'éligibilité de la défiscalisation sur certains secteurs. Donc, évidemment, les grandes villes, les métropoles et puis les villes moyennes. Et puis, tu as eu successivement, avec le Duflot et le Pinel, un resserrement encore plus fort sur les secteurs. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, en Pinel, en tous les cas, à part l'Île-de-France, les grandes métropoles, Lille, Rennes, Bordeaux, Lyon, Nantes, Marseille, Nice, tu ne peux pas faire de Pinel. Donc, tu es déjà sur des zones tendues. Et tu as 4 zones. Tu as la zone Abyss, avec Paris, quelques communes limitrophes, la zone A, qui est le reste de l'Île-de-France et des métropoles comme Lille, et puis tu as la zone B1 et B2. B1, tu vas retrouver Toulouse, tu vas retrouver Rennes, tu vas retrouver Nantes. Et B2, en fait, c'était une autre zone où tu avais, par exemple, Niort, pour exemple. Et c'est fini, la zone B2. Donc, même le Pinel en lui-même a encore restreint le champ des possibles. Donc, aujourd'hui, quand tu achètes en Pinel, tu es forcément en zone tendue. D'accord ? Tu as une tension locative qui est là sur les grandes villes. Et la force aujourd'hui de l'immobilier neuf, parce que c'est d'abord un investissement en immobilier neuf qui te permet de défiscaliser, c'est qu'aujourd'hui, tu as une loi qui est passée, la loi climat et résilience qui est passée l'été dernier, donc qui va donner un calendrier sur la performance énergétique des logements avec des interdictions de louer pour les DPE qui sont classés F et G, des gels de loyer pour d'autres DPE, et ça, c'est une grosse partie du parc ancien. Ça veut dire que les bailleurs vont devoir, bailleurs particuliers et même les institutionnels, remettre en norme, aux normes actuelles, leur logement. Donc, ça va coûter des sous. Ce sujet-là, tu ne l'as pas dans l'immobilier neuf. Tu es en RT 2012 aujourd'hui et on passe même sur la RT 2020. Donc, tu es sur des DPE qui vont être A, B grand maximum. Donc, ces sujets-là, tu n'en es plus, tu n'es pas concerné par ça. Alors, l'ancien, lui, va vraiment coûter cher parce qu'il va falloir de toute façon rénover ton logement. Donc, aujourd'hui, les dérives du Robien, elles sont corrigées par la sectorisation vraiment très fine. Et puis, effectivement, les DPE qui doivent être performants aujourd'hui. Tu vois la création des zones à faible émission sur certains secteurs. Tu as Bordeaux, par exemple, qui a mis en place un permis de louer. Donc, pour pouvoir louer ton appartement, tu as même un permis. Et donc,
évidemment, tu es sur une mairie écolo, mais comme toutes les grandes métropoles en réalité. Et puis de toute façon, l'écologie dépasse même le sujet politique. C'est politique, quoi. Ouais. l'essence de l'histoire. Donc effectivement, tu as des avantages aujourd'hui à acheter de l'immobilier neuf, mais pas que la défiscalisation. La performance énergétique du logement, c'est un vrai sujet. Et j'invite les gens d'ailleurs à regarder loi climat et résilience et faire attention à l'impôt qu'ils vont investir. Parce qu'effectivement, demain, quand tu as ton loyer qui est gelé, c'est pas la même chose que quand tu peux augmenter ton loyer chaque année de 1 à 1,5% en fonction de l'indice des revenus locatifs. Et le neuf, tu es tranquille avec ça. Plus l'économie d'impôt. Voilà. Donc, tu es en train de dire que tout ce qui a eu des effets négatifs, entre guillemets, sur le neuf, la défisque, style l'affaire Apollonia, etc., où on te vendait des biens dans des endroits, dans la pampa, entre guillemets, aujourd'hui, c'est terminé. C'est régulé, le marché, et ça ne devrait plus arriver, ce genre d'histoire, c'est ça? En fait, il y a eu c'est un reportage d'M6, ça devait être en 2007-2008, qui s'appelait Les Robiens de la colère. Avec le jeu de mots, avec le livre de Steinbeck, ça fait un effet comme une bombe, quoi. C'est-à-dire qu'on s'est dit, on fait du levier fiscal, et parfois, quand tu crées du levier fiscal ou des niches fiscales, des gens s'engouffrent dedans pour en profiter et vendre le gain fiscal plus que l'opération immobilière. Donc, il y a eu vraiment une correction qui a été faite. Et d'ailleurs, quand tu reprends le cellier est arrivé et a succédé au Robien au moment de la crise des subprimes. Donc, effectivement, il fallait relancer le logement. Il n'y avait plus aucun logement qui était construit. Donc, le cellier, ça a été un super défiscalisant parce que c'était vraiment des taux importants, mais avec cette sectorisation. Et donc, aujourd'hui, non, tu n'as plus ce type de problème. Sauf que dans les choses qu'on te propose, tu les loueras toujours, ça, il n'y a pas de problème, le prix, mais c'est la revalorisation de ton bien derrière. D'accord, ça c'est important. Si tu es trop décorrélé du marché du neuf et de l'ancien, si tu as l'ancien sur le secteur qui est à 2000 et que toi tu vends du neuf à 3005, tu as trop d'écart entre les deux. Tu vois, donc au moment où tu voudras revendre, peut-être que le marché aura pris, mais si tu revends 3005, un bien que tu as acheté tu revends 2005, un bien que tu as acheté 3005, tu as perdu quelque part un peu d'argent. Même si toi, en tant qu'investisseur, c'est pas toi qui as remboursé. Bon. La seule chose que tu fais quand tu as un bien qui a perdu de la valeur par rapport à ton prix d'achat, c'est que tu continues de le mettre en location parce qu'il se trouvera toujours et tu retrouveras toujours ta somme. Moi, je vois, c'est souvent le cas. Je suis sur Marseille, il y a plein d'endroits de Marseille où ce qui est vendu en neuf, c'est complètement décorrélé du prix de l'ancien, si tu veux. Alors ça, Marseille, c'est compliqué. Tu fais comment? Ça, Samuel, en plus, c'est particulier à Marseille parce que d'une rue à l'autre, tu peux avoir des écarts au prix au mètre carré, même dans l'ancien. C'est ça qui est assez incroyable. Mais ensuite, il faut comparer l'ancien sur place parce que si l'ancien sur place, c'est vraiment de l'ancien qui est vétuste, avec des copros qui ne sont pas tenus du tout, limite, ça ne veut rien dire le prix de l'ancien là-bas. Donc, il faut faire attention à ça, il faut juste regarder. Mais encore une fois, il faut comparer ce qui est comparable. Parce que tu es sur une rue à Paris, tu as un immeuble haussmannien, tu as l'appartement, tu as un studio au 4e étage avec un grand balcon. C'est pas le même prix que le premier étage dans un immeuble Pierre de Paris des années 30 sans balcon. Le prix au mètre carré n'est pas le même. Ton studio, il va être à 13 000 du mètre, le premier étage, il va être à 11. Donc déjà, sur un bien lui-même, tu as déjà des écarts de prix en fonction, des avantages du plan. On est d'accord, moi j'ai fait de la gestion locative pendant 8 ans et beaucoup de mélos étaient neufs parce que c'était des gens qui avaient payé cher et qui n'arrivaient pas à revendre. Donc tu viens de le dire, donc tu n'arrives pas à vendre ou le prix n'est pas corrélé. Tu mets en location et tu amortis encore un peu ton crédit, puis après tu revends, effectivement, c'est le cas. Oui, tu revends. Après, toi ce que tu as mis, si c'est 15% de la valeur du remboursement, tu gagnes quand même de l'argent, quand même tu vends 10% dessus. Tu as quand même gagné de l'argent parce que tu as quand même capitalisé. Mais si tu veux, tu peux le conserver. Les années jouent pour toi. Mais maintenant, dans le neuf, aujourd'hui, tu as quand même des vrais avantages. Tu as les extérieurs, tu as des parkings. Donc, c'est toujours pareil, il faut comparer ce qui est comparable. Mais de la plus-value dans le neuf, ça existe aujourd'hui. Tu peux faire de la plus-value dans le neuf. Si tu achètes dans des secteurs où effectivement tu as une ZAC qui est en fin de ZAC totalement réaménagée, tu sais très bien que la valeur du mètre carré sur cette ZAC-là, une fois que tout sera construit tout neuf avec des commerces partout, le tramway en bas, etc., la valeur va monter en fait de ce quartier.
Si tu achètes en plein cœur de Lyon, où c'est le dernier foncier qui restait, ils ont fait un immeuble neuf, bah là, tu as un vrai écart entre les deux. Et finalement, tu n'as pas de perspective forcément de plus-value. Nous, on a fait de la plus-value sur plein de secteurs. Je pense à Clamart, je pense à Lille. En Ile-de-France, il y a plein d'endroits avec les nouvelles gares du Grand Paris. Cachan, en l'occurrence, t'as acheté dans du neuf à 4005, le mètre carré, il est déjà à 6000 8 ans plus tard. Donc, tu as gagné ta défiscalisation et en plus, tu as une revalorisation. Donc, il y a du neuf aussi qui peut se revaloriser plus cher. Donc, c'est à toi de chercher les bons secteurs. Si tu vas dans le cœur de Lyon, l'écart, tu ne vas pas forcément retrouver de la plus-value entre le neuf et l'ancien. Par contre, si c'est des villes, comment dirais-je, qui sont en développement, où il y a de la croissance, le prix du neuf va suivre le prix de l'ancien. Quelque part, l'évolution va continuer. Donc, c'est ça qu'il faut analyser, c'est ça qu'il faut aller chercher. Ça, c'est important. Mais surtout, la valeur d'un appartement aujourd'hui neuf, dans 7, 8, 9 ans, à la faveur des avantages que présente la RT 2020 maintenant, ça ne sera pas la même entre un logement ancien et un logement avec une copro qui a des charges, etc. Il faut regarder ce qui est comparable, parce que même dans l'ancien, souvent les gens disent « j'ai acheté 160 000 euros net vendeur ». Très bien. Bon, il y avait des frais d'agence, oui, 170. Tu as fait des travaux, oui, 20 000 euros. Ah, très bien. Tu as eu des frais de notaire à 7,5, oui. Et sur les 10 ans, il y a eu un ravalement, il y a quelque chose. Ah oui, on a refait les parties communes. Ah oui, combien ça t'a coûté? Et en fait, c'est quoi le vrai prix? C'est 160 ou c'est 210 de ton ancien? Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça qu'il faut comparer. Quand tu es sur du neuf, tu es sur une autoroute. Je veux dire, il ne va rien se passer sur ton bien. Tu vois, tu n'auras pas de travaux ni rien du tout. Bon, ça peut arriver, hein, je ne dis pas, l'immobilier, c'est fait Oui, par mais les tu as des autres. dommages ouvrages, s'il y a des problèmes de toiture, etc. Pendant 10 ans, 10-12 ans, normalement, tu es à peu près voilà, et tu as cadré, une garantie. il n'y a pas de souci. Ouais, puis tu as une garantie biennale sur l'appartement lui-même. Ça, c'est important aussi. Et d'ailleurs, si tu as fait de la gestion sur du logement neuf, alors je ne sais pas si tu avais c'était plutôt CELIE ou Pinel, c'est-à-dire secteur bien sectorisé. En général, on trouve assez vite un locataire. Ton locataire, tu le trouves quand même assez vite sur du neuf. Moi, ma force, c'était de louer j'avais à peine la livraison, dans les 15 jours, il était loué en général. Voilà, je ne faisais pas les gros groupes. Et je me bougeais les fesses, j'allais réceptionner direct et je faisais le suivi de tout ce qu'il y avait, des réserves, etc. C'est en ce sens que c'est important d'avoir un gestionnaire. Donc, c'est vrai que c'était bon. Après, c'était pas toujours. Il y a eu certaines copros, je t'avoue, certains promoteurs où c'était compliqué, mais globalement, effectivement, ça roule bien. Pour un investisseur, même si effectivement tu résumes bien en disant parfois il a l'impression de payer plus cher, mais si tu fais tout le rapport de tout ça, c'est moins d'emmerde entre guillemets, quoi. C'est assez. Ouais, voilà. Et encore une fois, ça correspond à un certain type de personne. C'est-à-dire que quelqu'un qui aime faire ses travaux tout seul, qui est dans une ville moyenne, et c'est pas moyenne, je parle en termes de population, très bien, il peut aller faire les travaux tout seul, s'occuper de la gestion, etc. Nous, les gens qu'on accompagne, c'est des cadres, c'est des professions libérales, c'est des salariés qui ont des bons revenus. Ils ont des enfants ou pas d'ailleurs, mais ils n'ont pas le temps en fait de s'occuper de ça. Donc quelque chose qui tourne tout seul sans surprise, c'est aussi quelque part, ça les arrange. Et puis, je dirais, quand tu fais un investissement dans l'ancien, au-delà de ce qu'on s'est dit en frais, en coûts cachés, ce n'est pas des coûts cachés, c'est des coûts réels. Mais pense aussi que tu n'as pas défiscalisé de l'autre côté. Donc, certes, tu peux avoir fait un petit peu plus tu as acheté un peu moins cher au départ, au prix de départ, mais derrière, tu n'as pas fait de gain fiscal non plus. De l'autre côté, tu aurais pu faire la même chose en venant piocher 5 ou 6 000 euros d'impôts chaque année. Donc, fais ton analyse de ton opération. Si tu sors sur 12 ans dans ton bien ancien que tu n'as pas utilisé de levier fiscal, compare-le en rajoutant peut-être les 5 000 euros que tu n'as pas économisé d'impôts. Tu vois, sur 10 ans, tu n'as pas économisé 5 000 euros d'impôts, tu as 50 000 euros d'impôts. Donc, si tu peux le mettre aussi dans ton bilan. Parce que payer son impôt, c'est presque naturel. Mais il y a effectivement des mécanismes qui permettent de défiscaliser et nous on s'attarde là-dessus et on explique ça dans notre pédagogie. On peut faire une comparaison entre deux biens similaires, un dans le neuf à 200 000 euros, un dans l'ancien à 170 000. On te mettra les frais cachés, tu verras que ton neuf, tu as fait plus de gains que celui qui était entre guillemets 20% en dessous. Mais ça veut dire que dans ta recherche de biens, il faut s'attarder sur des bons secteurs. Des petites copros, c'est préférable, 50 logements, 60 logements. Je pense que quand tu fais des grosses livraisons, il y a 150 logements, où effectivement, il y a beaucoup de choses à louer. Quand tu es sur une petite copro avec pas grand-chose autour de 50 lots, c'est pris d'assaut automatiquement. Et d'ailleurs, quelqu'un qui fait l'exercice sur ce loger de regarder s'il y a du neuf
il y en a peu en fait. Il verra peut-être du neuf s'il arrive sur le moment d'une livraison, mais très honnêtement, il y a assez peu de logements neufs Ça en part vite. Pinel tout de suite en fait. Alors, tu parlais de ta clientèle, tu viens de dire notre clientèle. Justement, qu'est-ce qui t'a amené à cofonder Papillon Patrimoine? Donc, vous êtes deux associés, c'est ça, dans Papillon Patrimoine? Alors, mon associé, voilà, j'ai Jérémy Meloul qui est mon associé. On travaillait, on s'est rencontrés, on a travaillé ensemble. On a créé d'abord une première structure qui s'appelle Leadimo, qui fait de la génération de leads et de contacts à destination des promoteurs et des conseillers en gestion de patrimoine. Donc ça, c'est notre premier métier en fait. On est issu du digital. Elle existe encore cette boîte? Elle existe encore, bien sûr, elle produit du lead. Notamment pour vous, j'imagine. Et notamment pour nous. C'est pour ça qu'on s'est tout naturellement réorienté vers la gestion de patrimoine en se formant et en intégrant un cabinet de gestion de patrimoine. On a travaillé pendant presque 3 ans et demi à apprendre le métier. Parce que si tu veux bien connaître les mécanismes fiscaux, il faut vraiment s'y attarder. Donc on a fait beaucoup de formations aussi en complément. Et puis naturellement, on s'est dit à un moment, on va fonder notre propre cabinet. Mais avec une envie tout de suite d'aller vers chercher le meilleur pour nos clients. On ne cherche pas la com. Je vais même te dire, on ne regarde pas le montant de rémunération d'une opération. On regarde d'abord la qualité de l'opération derrière, parce qu'on sait que de toute façon, au minimum, on sera rémunéré au moins 5%, ce qui paraît être normal, tout travail mérite salaire, mais on va d'abord s'attarder sur le produit. C'est notre force. Voilà. Et donc après, on a voulu avoir vraiment cette image-là de bienveillance et surtout de tout faire à distance. C'était vraiment une envie, si tu veux, dépoussiérer un peu le métier du conseiller qui prend sa sacoche, qui va chez les gens à 19h30 du soir. Non, on fait autrement maintenant. C'est presque des réunions de travail avec nos clients qui sont habitués aujourd'hui à l'usage du télétravail, habitués à faire des visioconférences. Donc c'est tout naturel et on a préparé des outils qu'on peut partager, qui sont dynamiques en ligne, et c'est ça qui est important pour nous. Voilà. Donc ça nous permet de travailler avec des clients à Marseille, à Toulouse, à Nantes, à Bordeaux, en Île-de-France. Donc ça élargit beaucoup plus le spectre pour nous de travail. On n'est pas concentré sur une petite clientèle locale, on est vraiment national aujourd'hui. Et ce qui est important pour nous, aussi, c'est d'avoir un mandat avec tous les promoteurs. Ça, c'était super important pour justement nous donner le choix. Donc, on a travaillé beaucoup en amont avec les promoteurs pour les rencontrer, pour leur expliquer notre façon de travailler et pour pouvoir proposer leur projet. Ça, c'est important pour nous. C'est top. On a une question de Denis. Je te coupe 2 secondes. Est-ce que les biens proposés en défiscalisation ne sont pas surestimés, ce qui aura un impact négatif sur la rentabilité? Désolé si vous y aviez répondu, j'ai pris le train en marche. Alors, on y a répondu, mais on va faire une petite synthèse. Non, ils ne sont pas surestimés si on fait l'exercice de comparer ce qui est comparable entre 2 biens, en fait. Et comme je te disais, que tu prends un bien dans l'ancien à 160 000 € et un bien neuf, même à 200 000, admettons, il y a quand même un gros écart de prix entre les deux. Si tu mets bout à bout les travaux que tu vas faire dans ton logement, parce que quand tu vas mettre en location un bien dans l'ancien, il ne s'agit pas de mettre un bien, aujourd'hui encore plus avec les DPE et ce qu'on demande de faire, où l'électricité n'a pas été refaite, la cuisine n'a pas été refaite, la salle de bain n'a pas été refaite. Et en fait, quand tu prends un bien, si tu refais vraiment la totalité de ton bien, et même des travaux sur des petits travaux, ça va te coûter au mètre carré. Ça peut être 500, 800 € du mètre carré en plus. Donc déjà, tu vas rattraper. Donc non, ils ne sont pas surestimés, il y a une valeur de marché, mais il faut faire attention d'une opération à une autre. Il y a parfois des écarts qui sont trop forts. Je ne veux pas dire une ville pour ne pas casser les ventes d'autres cabinets, mais si tu proposes du Valenciennes aujourd'hui, je suis désolé, le prix du neuf à Valenciennes, il est trop loin du prix de l'ancien. En tout cas, moi, je n'irai pas. C'est pas parce qu'on a une défisque qu'il faut acheter n'importe où, c'est ça que tu es en train de dire. Exactement. Voilà. Les critères. C'est la même manière que les gens qui disent j'ai mis des trucs en crypto, je me suis fait rouler ou j'ai fait un placement qui s'est cassé la figure. Il faut avoir un peu de bon sens. C'est ça que tu dis. Il faut avoir un peu de bon sens. C'est notre travail d'apporter justement cette pédagogie-là sur la recherche. Mais même dans l'ancien, tu peux te tromper. Tu as le droit de surpayer un bien dans l'ancien, hein, ça existe aussi, tu vois. Et dans le neuf, c'est pareil. On a souvent tendance à taper sur les promoteurs et les CGP qui ont cette réputation, comme les agents IMO, qui ont cette réputation de dire ils s'en foutent complètement, ils s'intéressent qu'à. Donc c'est important que tu recadres ça, c'est intéressant. Tu recadres ça. Et surtout, l'immobilier, ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a énormément d'affect avec l'immobilier chez les gens, d'accord. Tu peux pas faire pour le particulier un achat plus fort qu'un achat immobilier.
Je veux dire, à moins de s'acheter un avion, ça va être l'achat de leur vie, que ce soit en investissement ou que ce soit en résidence principale. Donc, il y a énormément d'affect. Donc, il y a aussi énormément d'a priori parce qu'ils y mettent beaucoup d'eux. Ils n'achètent pas un bien comme ça à 10 000 €. Ils n'achètent pas des pommes, ils achètent un bien immobilier. Donc, ils ont besoin d'être rassurés sur ce qu'ils font. Et puis surtout, tu as le mécanisme du crédit. Donc, l'emprunt peut faire peur à certains parfois, et ça existe. Il y a des gens qui sont complètement allergiques à l'emprunt. Mais comment je vais faire pour rembourser et si mon locataire ne paye pas, etc. Donc, tu dois être pédagogique par rapport à ça, c'est super important. Donc, nous, on est là pour les rassurer et leur expliquer que le prix, il est juste. D'accord, merci, c'est top. Ok. On en revient à Papillon. Donc, tu crées Lidimo avec Jérémy. Oui. Donc, l'idée, c'est je génère du lead. Et Ouais. pourquoi est-ce qu'après, vous allez à créer, à dire je vais créer une boîte qui va vendre de l'appartement neuf, pas du CGP. Alors moi, déjà pour la petite histoire, moi j'ai occupé pas mal de fonctions commerciales chez seloger.com. Ensuite, j'ai été directeur de BFM IMO, qui est la vie IMO.com. J'étais responsable du business développement. Donc, si tu veux, l'immobilier, c'est quelque chose que je connaissais à travers le digital. Et j'avais une connaissance du marché. Et puis, naturellement, l'envie, elle est venue que on produit du lead. Donc, si on produit des contacts, on doit être capable de vendre. Tu vois, c'était le but. Et donc, ça s'est fait naturellement. Et puis, parce que oui, mais si tu produisais du lead, tes leads, tu les produisais quelque part aussi pour des CGP ou pour des promoteurs. Donc, tu te dis, est-ce que je ne vais pas me tirer une balle dans le pied de mes clients? Non, parce qu'on dit la concurrence à mes clients. Parce que Lidimo a vraiment son activité propre. Papillon Patrimoine génère du lead pour elle-même, avec évidemment le même savoir-faire. Mais on ne peut pas proposer des contacts à un promoteur en étant en même temps en les prenant de l'autre côté. Donc, on distingue vraiment notre acquisition. Lidimo vit sa propre vie, sa propre existence aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai assez peu, moi, d'opérationnel dans Lidimo. On a confié ça à des gens qui font ça pour nous. Mais la méthodologie, c'est pareil, on nous sert des leads. Mais très honnêtement, aujourd'hui, on a énormément d'appels entrants par rapport aux émissions que moi, j'ai pu enregistrer. J'ai fait des podcasts, vous le savez. Alors, je ne sais pas si je peux citer vos je vais les écouter, t'inquiète, vas-y, tu peux dire. Ouais, ça fait un bail, les investisseurs 4.0 et surtout la martingale aussi, qui sont des podcasts très intéressants. Sur les finances personnelles. Et donc, on développe notre approche. Cette bienveillance que l'on a, elle est réelle en fait. Jamais, ça nous arrive même de décaler un rendez-vous de présentation parce on s'arrache les cheveux sur la recherche de produits. C'est facile, hein, tu as 100 lots, tu en prends un, tu dis tiens, voilà, hop, je fais une simulation, voilà, c'est un super produit. Bah non, en fait. Donc, rechercher des produits, c'est un vrai travail de recherche, c'est ce que je dis souvent à mes clients. On va travailler pour vous, ça va nous prendre peut-être 24-48 heures, on va mobiliser plusieurs personnes pour chercher des bons produits. Donc, le jour J, quand on présente, on est fiers de nous et on sait qu'on présente un bon produit. Après, la personne, elle y va pas. Mais si elle y va pas, très honnêtement, et c'est ce dont on s'est rendu compte, on la rappelle 6 mois plus tard, 1 an plus tard, elle n'a pas fait. Et donc, elle n'a pas fait, c'est pas parce que le produit n'était pas bon, elle n'a pas fait parce que le timing n'était pas bon, d'accord? Ou parce qu'elle n'avait pas encore enlevé tous les freins qu'elle peut avoir avec l'investissement locatif. Donc ça, c'est important d'avoir ça en tête. Et non, dans l'approche, la bienveillance, c'est vraiment le premier des critères. Voilà. Non, mais on le sent complètement, justement. Et Samuel a posé la question plusieurs fois. Pourquoi vous l'avez créé? Mais on dirait même qu'il y a autre chose derrière parce que on sent, tu parles de votre commission, mais tu dis la meilleure opération possible pour le client, le bien qui n'est pas trop décorrélé du marché ou qui n'est pas beaucoup trop cher. Donc quand même, il y a la volonté de permettre aux gens finalement de réaliser de belles opérations. C'est-à-dire que tu n'as pas créé cette boîte que pour faire du business. Il y a aussi peut-être une volonté d'accompagner les gens aussi. Bien sûr. Déjà, quand on entreprend, c'est qu'on aime ça. Déjà, c'est la première des choses. Parce qu'entreprendre, il faut ça demande de l'énergie, ça demande une capacité de résilience parce que il y a des hauts, il y a des bas, mais il y a plus souvent des hauts que des bas, d'ailleurs souvent au départ. Mais oui, il y a dans la création, en tous les cas, de Papillon Patrimoine, l'envie aussi de faire des bonnes choses avec nos clients. Voilà, ça c'est important pour nous. Donc,
et puis parce qu'on aime ça en fait. On aime l'immobilier, on aime l'investissement immobilier, on est des investisseurs immobiliers l'un comme l'autre. Voilà, donc la matière est géniale parce qu'elle touche à plein de domaines, que ce soit le financement, le marché immobilier en lui-même, la fiscalité derrière. Moi, ça m'est arrivé de donner des conseils à des gens pour leur faire gagner beaucoup d'argent sans même qu'ils m'achètent un produit. Et donc, j'ai pas de souci à partager mes connaissances avec eux. Mais la volonté, c'est effectivement de proposer des bons produits. Voilà. Et d'avoir cette approche-là. Et de dépoussiérer surtout le métier, parce qu'on vient du digital à la base, donc c'est vraiment dépoussiérer le métier de CGP. Après, j'ajouterais qu'on fait aussi de la SCPI ou des choses comme ça. On propose d'autres services à nos clients. Donc voilà. Puis c'était une de mes next questions, justement. Donc les clients qui viennent vers toi, tu peux leur proposer donc de la défisc et tu as d'autres produits, donc des SCPI et autres. Immobilier toujours, c'est vrai qu'on est très très immobilier. La SCPI. Vous êtes que IMO dans vos produits ou vous faites aussi du placement? Ouais, on est IMO dans nos produits parce que c'est ce qu'il y a de plus fort en fait aujourd'hui, et que tu peux difficilement faire plus fort que l'immobilier. En termes de l'effet de levier de l'immobilier, il est juste incroyable quand on y réfléchit. Il suffit de regarder un placement même en assurance vie versus un placement en immobilier. L'effet de levier de l'emprunt bancaire et surtout le fait de collecter du loyer. J'ai toujours tendance à dire qu'en fait l'immobilier, l'investissement immobilier, c'est comme mes 100 € par mois et tu as un abondement de 900. Mais c'est presque ça en réalité. Et puis si tu ajoutes la défiscalisation, tu as un autre abondement de 250 € de tes impôts que tu as payés en amont. Donc il n'y a rien de plus fort que ça, c'est pour ça qu'on se concentre là-dessus. Mais la SCPI, c'était pour nous un moyen aussi de diversifier, notamment les gens qui ont du patrimoine immobilier qui est déjà fini d'être payé, parce que, attention, l'immobilier, c'est très bien quand tu es en effet de levier bancaire, mais à un moment, l'immobilier, quand tu arrives au bout de 20 ans, 25 ans, ton bien, il te coûte, parce que tu vas avoir des frais de rénovation du bien, la copropriété va peut-être voter des travaux qui vont venir te gommer un an de loyer, de loyer ou deux d'ailleurs. Donc, à un moment, ça coûte. Il faut savoir se diversifier. La SCPI, c'est facile de se diversifier sur la SCPI parce que tu as du rendement trimestriel et pour le coup, tu n'as rien à gérer, tu vois. Donc, c'est super intéressant aussi de diversifier et de proposer ça à nos clients. Tout à l'heure, tu as dit quelque chose, tu as dit qu'il y avait beaucoup d'affect lorsque quelqu'un fait un investissement immobilier. Est-ce que du coup, les clients qui viennent vous voir arrivent à voir les opérations comme purement des opérations financières, ou alors certains vont aller voir le bien et vont du coup, un bien qui pourrait être intéressant pour eux, le refuser pour prendre quelque chose qui leur ressemblerait plus ou qu'ils apprécieraient plus, tu vois? Alors, toi, tu as peut-être une vision très financière et… Alors, on écoute les clients. Donc, on essaye si tu veux, de trouver le meilleur des deux mondes, en fait. Et en fait, l'idée, c'est de leur donner aussi de l'affect sur le bien qu'on leur présente. Pourquoi il faut le faire au-delà même de l'aspect financier, parce qu'on aura choisi une bonne expo, parce qu'on aura les chambres qui seront au calme, parce qu'on a du soleil, parce qu'on a les transports là. Et finalement, ils ont autant d'affect là-dessus. Souvent, l'affect, ils se projettent dedans. Et c'est bien de se projeter, mais il ne faut pas que ça soit un frein non plus. Une famille avec 3 enfants, tu lui présentes un studio, on va dire je vais avoir du turnover, etc., etc. J'aime pas parce que il y a un supermarché à 2 pas et donc il y a de la circulation et machin. Et il y en a d'autres, mais peut-être des locataires, ils sont très contents d'avoir un supermarché à 2 pas parce qu'ils peuvent y aller tout de suite, tu vois. Et donc l'affect, c'est normal d'avoir un peu d'affect dedans. Et nous, il n'y a pas de souci pour répondre à l'affect de nos clients sur ce qu'ils veulent. Et d'ailleurs, on s'adapte toujours. On recherche le meilleur en fonction de leurs critères. Mais si leurs critères sont trop éloignés d'une opération de qualité, on doit être capable de leur expliquer pourquoi on ne doit pas faire ça. Voilà. Et pourquoi il vaut mieux en tous les cas, pourquoi il y a mieux à faire en tous les cas. C'est plus dans cette approche-là. Voilà. Mais j'ai envie de dire, c'est normal d'y mettre un peu d'affect, mais il ne faut pas en mettre trop. Il faut être assez froid et rationnel surtout. En investissement immobilier, c'est la rationalité qui va compter. Si c'est pour acheter, tu vois, il y a des gens qui vont te dire j'aime Paris et donc ils ont beaucoup d'affect pour Paris. Et donc je vais investir à Paris. Bon, Paris, une petite surface, tu es à 12 000 ou 13 000 € du mètre carré si tu veux des bons quartiers. Certes, tu vas louer 35, 40 € du mètre,
Mais l'effort d'épargne, c'est toi qui vas le faire. En vérité, c'est toi qui vas rembourser en partie. Certes, tu auras un locataire, il viendra à hauteur peut-être de 60% te rembourser tes loyers, mais toi, tu vas y être de 40%. Alors, moi, il n'y a pas de problème hein, si tu veux du pari, mais c'est toi qui vas le payer, ton pari. Donc, si c'est pour avoir gardé un pied-à-terre derrière en se disant, tiens, je vais acheter à Paris parce que j'ai une ambition d'avoir un pied-à-terre plus tard, de revenir. Moi, je vais m'installer à la campagne, mais je veux garder un pied-à-terre à Paris parce que je veux pouvoir aller au musée, aller faire les expos. Ok, tu peux faire un investissement à Paris, mais c'est toi qui vas payer en partie ton investissement. Si tu es rationnel, il y a mieux à faire. Là, pour le coup, il y a beaucoup plus de rentabilité à trouver ailleurs. Surtout dans Paris, tu es dans l'immobilier ancien. Et je te dis ça en ayant du pari dans mon portefeuille immobilier. Voilà, donc j'essaie de rationaliser toujours. Voilà, c'est important. D'accord. Et finalement, comment est-ce qu'on fait des bonnes affaires? On achète très tôt et on négocie en début de programme. Ça va être plus en fin de programme, sur les biens qui restent avec une remise forte. Quelles sont les astuces? En fait, je te dirais que les bons programmes, les promoteurs, ils n'ont pas besoin de faire de prix, d'ores et déjà. Parce que si ce n'est pas toi qui le veux à 200 000, l'appartement, t'inquiète pas, il y a 10 personnes derrière qui vont le prendre pour toi. Donc lui, limite, il s'en fiche. Et en fait, une fin de programme, tu te rends compte que parfois, ils augmentent le prix. C'est-à-dire que le prix a été augmenté. Tu vois, si ça a duré trop longtemps une commercialisation, si ça a duré 1 an, ça veut dire qu'effectivement, à un moment, le promoteur s'est dit, attends, l'immobilier a monté de 6% à Rennes entre 2020 et 2021. Moi, mon appartement, aujourd'hui, sur le neuf, il vaut 10% de plus. Il peut lui mettre 5% ou 6% de plus. Donc, les bonnes affaires, c'est surtout des bons secteurs, d'accord ? Au-delà de la date de livraison, trop tôt. Quelque chose qui est livré tout de suite, tu te dis, si c'est livré tout de suite et que c'est bon, pourquoi personne l'a acheté avant, quelque part, tu vois ? Normalement, les bonnes opérations, elles sont vendues 2 ans avant, hein, c'est comme ça. En Ile-de-France, tu peux mettre sur des 3 ans avant d'avoir une date de livraison. Donc, les bonnes affaires, on les recherche nous. Souvent, on a des retours de l'eau, on est en connexion avec les promoteurs. Donc, on a chaque promoteur a une personne qui est dédiée chez elle à la relation avec les prescripteurs que nous sommes. Donc, nous, on passe 2 coups de fil. On dit, bon, qu'est-ce que tu as de bien? J'ai un budget entre 200 000, 210 000. Est-ce que tu as quelque chose qui pourrait revenir à la vente? À quoi tu penses? Parle-moi de cette opération-là. Dis-moi ce qu'il en est du foncier. Qu'est-ce qu'il y a à côté? C'est quoi qui est à côté du programme, etc. Voilà, donc c'est une prise d'information globale. Et puis surtout, après, derrière, nous, on a des outils de calcul. D'accord, on va rentrer nos datas en fonction du projet et on nous dira si c'est un bon projet ou pas un bon projet. D'accord, ça, c'est important. On utilise quand même beaucoup de chiffres derrière pour voir la qualité du projet. Parce que plus tu veux du patrimonial, plus tu vas avoir d'efforts d'épargne à faire. D'accord, parce que forcément, le prix au mètre carré sera haut. Alors, ça va te rassurer. Ça, je peux l'entendre d'ailleurs, qu'on soit rassuré par un secteur. C'est le but. Mais derrière, il faut qu'on puisse trouver un contre-produit, peut-être un peu moins patrimonial, mais qui a plus de rentabilité. Et donc là, il y a un bien qui te coûte peut-être 50 € par mois, le reste étant financé par le crédit, par les loyers et par la défiscalisation. Et un autre qui est plus patrimonial, mais qui coûte 200. On regarde sur 10-12 ans une sortie d'opération cohérente sans même imaginer de plus-value sur la vente du bien, tu vois, en restant un périmètre ISO. Là où tu as gagné plus d'argent si tu le revends, tu te rendras compte que parfois, ce n'est pas forcément le secteur le plus patrimonial. Après, si tu as envie d'un secteur très patrimonial parce que tu y mets un peu d'affect et parce que ça te rassure, il n'y a aucun problème pour le faire, tu vois. Mais je préfère aller sur des secteurs qui vont devenir des secteurs patrimoniaux, qui ont du coup une réserve de plus-value un peu plus intéressante qu'un secteur qui est déjà trop mature, trop mûr et presque trop cher finalement aujourd'hui. Voilà. Donc, les opérations, ça bouge, il faut être très réactif. Quand tu as une opération en tête, tu la connais, tu connais sa qualité, tu sais que le promoteur a fait un prix qui est plutôt correct parce qu'il a bien négocié le foncier. Donc, tu peux y aller, ça c'est sûr. Tu parles des promoteurs, justement, c'est ma prochaine question. Loin de moi l'idée que tu te fâches avec les promoteurs, mais est-ce que tu peux nous donner ton appétence un petit peu sur, dans l'ordre, quels sont ceux qui font vraiment de la qualité, ceux que tu préfères? Voilà, même si c'est à titre personnel, un petit peu pour qu'on ait une idée. Alors, les promoteurs, en règle générale, font plutôt des opérations de qualité parce que déjà, il y a des normes qui ne peuvent pas faire autrement. Je peux te citer des promoteurs de qualité. Cogedim fait des très belles opérations, Ogic fait des très belles opérations, Emmerich fait de la qualité comme promoteur, Franco-Suisse aussi. Voilà, tu as 3-4 promoteurs qui sont
de qualité, mais pas d'autres. Je peux te citer Antelios, qui est un promoteur qu'on ne connaît pas, mais qui est un promoteur qui est à la fois sur Bordeaux et à la fois en Pays Genevois, donc tout ce qui est frontière de la Suisse. Donc la qualité des matériaux, ils savent ce que c'est, hein, les variations climatiques, et donc ils font des très bonnes qualités de promotion. Et même au sein d'un même promoteur, il y a des gammes de différentes gammes. Donc, on va effectivement s'attarder sur des promoteurs qui font de la qualité. Mais aujourd'hui, les promoteurs, ils sont beaucoup plus regardants qu'il y a 15-20 ans en arrière, quand ça se vendait tout seul avec du Robien. Déjà parce qu'on leur a mis des normes, donc ils ne peuvent pas s'amuser à faire n'importe quoi. Et donc, à part des promoteurs qui font 2-3 opérations par an, la plupart quand même aujourd'hui sont quand même sur des critères de qualité parce qu'ils ont bien compris que la qualité d'une opération, ça se sait. J'ai acheté chez Cogedim, c'était super. Bon, bah voilà, derrière, ils vont recommander Cogedim, et ça, c'est important. Donc, les promoteurs font quand même plutôt de la qualité aujourd'hui. En tout cas, les promoteurs nationaux, régionaux, qui font quand même beaucoup d'opérations, sont plutôt sur des critères de qualité. D'accord. Au-delà de la qualité, il y a aussi un souci que moi je vois parfois, ça va être le ballon qui était prévu quelque part, qu'on va poser finalement dans un endroit qui est dérangeant, le poteau en plein milieu d'une pièce qui n'était pas prévue, ou quelque part le sèche-serviette qu'ils auront mis là où ils pouvaient et pas là où c'était prévu. Voilà. Ça va être sur ces petites choses-là. Mais... L'immobilier, c'est fait par des hommes. Donc, et des femmes. Donc, en l'occurrence, c'est perfectible. Donc, il n'y a pas de perfection, même chez les promoteurs, sachant qu'ils font appel à des sociétés du bâtiment. Parfois, ils externalisent même la construction. Bien sûr. Ouais. Parfois, ils l'internalisent aussi. Ça dépend. Sur les promoteurs que je t'ai cités, c'est sûr que tu as des critères de qualité. Après, si ça ne correspond pas à ton plan, tu dois faire changer les choses. D'accord ? Tu as le droit de les faire changer. Et c'est ce qu'on dit, nous, à nos clients. Soyez aussi dans la relation, effectivement, quand les travaux n'ont pas démarré, d'accord, tu n'as qu'une relation très, très lointaine encore. Mais au bout d'un moment, le promoteur, il va t'appeler, il va venir tu vas aller faire des visites de chantier. Il faut être aussi, proactif sur son bien. Voilà. Mais bon, le poteau en plein milieu du salon, tu as vu ça Non, pas en plein milieu du salon, mais dans une cuisine. Enfin, c'était pas prévu. Du coup, il a fallu repenser un petit peu l'espace. Après, ça reste rare, hein, mais voilà. Sur mes dernières expériences, c'est vrai que des fois, il y a des petits soucis comme ça, mais voilà, c'est toujours un point pour le client. Voilà, mais je dis, voilà, c'est fait par des hommes. Donc, mais tu sais, j'ai envie de te dire, un bien immobilier ancien, c'était une opération de promotion avant, hein, déjà. Ouais. Donc, voilà, c'est un programme neuf des années 70, des années 80, de 1910, si on veut, à travers l'Haussmannien. Ce qui est drôle, c'est il y a quelques temps, j'aime bien cette anecdote-là, j'étais en Auvergne pour un mariage. Et j'étais dans un petit village et je vois un immeuble, mais je vois marqué 1600 quelque chose. Et en fait, l'immeuble très ancien, il y avait déjà au rez-de-chaussée quelque chose qui avait été créé pour un commerce. Et je me dis, c'est incroyable parce qu'en fait, ça a déjà 500 ans, 600 ans, mais la personne qui a fait construire le bâtiment, elle avait presque prévu les choses. Et donc, en fait, la promotion immobilière, elle est là depuis très, 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 très longtemps. Donc voilà, donc effectivement, c'est sûr que toi, tu as vu sur le plan, il n'y avait pas le poteau prévu dans la cuisine. Demain, celui qui visite l'appartement, qui veut acheter le bien, il s'en fiche, il découvre le truc comme ça. Après, il faut être, comment dirais-je, regardant là-dessus. Mais très honnêtement, j'ai rarement eu des déconvenues avec ça restera. nos clients. Ouais. Ça reste quand même assez rare en tous les cas. Voilà, c'est comme si tu veux, quand tu découvres un vice caché quand tu achètes une maison, t'es pas bien, quoi. Hein. S'il y a un mouvement de terrain 3 ans plus tard, c'est un peu tard. Donc voilà, il faut aussi avoir des mauvaises surprises dans l'ancien. Mais dans le neuf, en règle générale, je trouve que vraiment, très honnêtement, il y a beaucoup de promoteurs qui sont montés en qualité sur leur construction. Ouais. Je pense à Pichet qui est monté en qualité, voilà, je pense à Tagérine aussi, par exemple, qui est vraiment monté en qualité de ce qu'ils fournissent. Ce qu'ils proposaient il y a 6 ans en arrière, c'est plus du tout ce qu'ils proposent aujourd'hui. On a fait des livraisons avec eux, 3 livraisons cette année. Franchement, c'était super ce qu'ils ont fait. Donc, ils ont compris qu'il fallait aller vers la qualité et vers le gain. Et après, on leur demande les coûts de construction sont chers aussi. On se pose la question, pourquoi c'est plus cher le neuf ? Déjà, ils ont acheté du foncier qui n'était pas au même prix
de l'immobilier ancien. Bah, déjà, il y a un écart là-dessus. Voilà, souvent, ils achètent le foncier 3 ans en avant, hein, 3-4 ans en avant. D'accord ? S'ils ont bien négocié le foncier, parce que la mairie aussi, elle a besoin, quand elle propose du foncier, de logement. C'est aussi parce qu'elle demande aussi aux promoteurs de faire des T3, des T4, des T2, etc. Donc, effectivement, s'ils ont bien négocié le foncier, parfois les prix ne vont pas être trop élevés. Et je voulais revenir sur effectivement des prix des biens en défiscalisation qui sont trop chers. En fait, juste le prix du bien en défiscalisation, déjà, sur la moitié de l'opération, il y en a la moitié qui vont acheter pour y vivre, d'accord ? Ou soit en résidence principale, soit en résidence secondaire. Et eux, ils payent le même prix que l'investisseur. Pas tous. Si tu es dans une zone en TVA 5,5, mais tu es à Belle-Malmaison, tu achètes ton appartement neuf, que tu y achètes pour y vivre ou tu te payes le même prix, hein, en l'occurrence. Donc, il n'y a pas forcément de surprix parce que c'est de la défisque. La moitié des logements neufs qui sont vendus, voire un petit peu plus, ils sont vendus en accession. Ça, il faut quand même le rappeler. C'est le prix du neuf, ce n'est pas le prix d'une défiscalisation. C'est pour ça que c'est amusant quand tu entends les gens dire, les gens qui n'ont jamais fait un investissement Pinel, hein, d'ailleurs, hein, quoi que ce soit, qui ne connaissent pas, qui disent oui, les promoteurs, ils rajoutent 20% du montant de la défiscalisation dans le prix. Mais celui qui l'achète en accession, alors lui, il a tout perdu en fait, il n'a même pas de défisque et non, tu vois, ça tient pas debout en fait, ce sujet-là. Voilà. Donc il faut il faut regarder, hein, même à Paris, tu peux avoir 2 logements anciens, il y en a un qui va demander 13 du mètre, l'autre qui va te demander 11, quoi. Bon, si le bien est vraiment similaire, j'ai envie de dire, prends celui qui a 11. Tu vois, c'est ça le sujet. Ah, super. Réponse très, très complète. Merci, Aymeric. On t'a gardé plus longtemps que prévu. Merci. Ah oui ? Juste une dernière question pour toi. Hors investissement du coup lié à l'immobilier, quel est ton investissement coup de cœur ? Qu'est-ce que tu conseillerais ? Moi, j'ai une passion pour l'horlogerie. Voilà. Super. Ouais, j'ai acheté beaucoup de montres, j'ai fait beaucoup d'achats-reventes de montres. Alors, je dis toujours pareil, hein, je me suis d'abord beaucoup documenté, je suis allé sur des forums d'horlogerie, donc j'ai beaucoup regardé, j'ai une vraie passion pour ça, j'aime ça, donc j'ai acheté beaucoup de montres, certaines que j'ai coffrées, d'autres que je garde, mais voilà. Mais aujourd'hui, bon, sur les montres, il faut faire un peu attention dans Paris. C'est pas facile. Vaut mieux la cacher, voilà. Mais j'ai acheté des montres des années 60. Tu vois, si on parle un peu de montres, j'ai pris une Speedmaster des années, ce qu'on appelle une Prémoon. Une Speedmaster, c'est la montre avec laquelle la NASA a fait toutes les missions Apollo. Donc, c'était un chronographe. À l'époque, il n'y avait pas de quartz, etc. Donc, il fallait trouver un chronographe et c'est Omega qui avait été sélectionné et son modèle, la Speedmaster. Donc, quand Neil Armstrong a posé le pied sur la Lune, il ne l'avait pas. Par contre, Buzz Aldrin, derrière, il avait sa Speedmaster. Donc, c'est la montre qui a posé Eh bien, moi, j'ai acheté une montre 1 an avant le premier pas, la mission sur la Lune. Donc, tu vois, une montre vintage, etc. Donc, j'aime discuter, échanger, mais je ne le fais pas dans un esprit de plus-value, je le fais dans un esprit de plaisir. Je sais bien que les prix vont augmenter. Tu vois, la Speedmaster, je ne l'ai vraiment pas payé cher par rapport au prix, et du coup, je sais qu'elle vaut déjà 3-4 000 euros de plus. Et je peux dire ça sur beaucoup de montres. Ah ben super, merci beaucoup pour ce partage. Merci à tous ceux qui ont été avec nous. Je vais clôturer la route, Samuel. Yes, merci Aymeric. Écoute, c'était passionnant. Je trouve que ça donne une autre vision de ce qu'on voit sur la promotion immobilier neuf. Oui. Je rajouterais juste, Samuel, pour aller dans ton sens, qu'on avait aussi l'envie de déconstruire les a priori. Ça, c'est super important pour nous. Voilà. Déconstruire les a priori des gens qui souvent n'y connaissent rien en réalité et qui expriment leur avis sur le Pinel parce qu'ils ont fait un petit ancien à côté de chez eux. Voilà. Donc, il faut ça se ressent dans ton discours et dans les autres podcasts que j'ai écoutés de toi. Enfin, c'est marrant, ça revient de manière récurrente et on sent que c'est ce qui t'anime. Donc ça, c'est chouette, ça fait plaisir. Ah, c'est top.